Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde nous entend bien. Voilà, il y a quelques personnes qui se connectent. On laissait quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Hop, tac. Bienvenue à tous. Attendez, moi j'ai un problème de son. Hop, on va le couper comme ça. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire sur la partie chancre, qui est organisé dans le cadre du projet. Qui est organisé dans le cadre du projet Prosper, qui est un projet par SADA financé dans le cadre du plan Ecophyto. Donc, ce webinaire, il est co-organisé par l'INRAE, la Chambre d'agriculture de Dordogne, l'Association des producteurs de châtaignes des Cévennes et la Chambre d'agriculture de Lozère, ainsi que le CNPC. Donc, on va laisser la main à Cécile Robin de l'INRAE, qui va en fait vous présenter actuellement les connaissances qu'on peut avoir sur le chancre de l'écorce du châtaignier et les avancées et ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le cadre de ce projet. Donc, je laisse la main à Cécile. Bonjour à tous, merci Angèle, et puis merci Amy pour l'organisation de ce webinaire. Alors, il faut que je partage mon écran. Donc, en complément, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Amy et moi-même, on va les suivre un petit peu et en fin de présentation, il y aura un temps d'échange et de questions, sachant que si on n'a pas le temps d'aborder toutes vos questions, on les mettra de côté et on vous fera un retour. Vous m'avez... Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde entend correctement Cécile et Angèle? Si on peut avoir un oui, ce serait super. Ouais, il y a des pouces qui se lèvent. Oui, Super. ils entendent bien dans le chat, en fait. Ils ont les micros qui sont coupés. Voilà. Ouais, génial. Ça, Ok. c'est validé. Et, euh, et est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. Oui. Parfait. Bon. Donc, si tout le monde est là, je vous propose de commencer. Donc, je vais juste rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Cécile Robin, je suis directrice de recherche à INRAE dans l'UMR Biogéco pour biodiversité des gènes aux communautés. Et dans le cadre de cet appel à projet par SADA, là, porté par le plan Ecophyto, nous avions proposé, mon équipe et moi, de porter un projet donc qui s'appelle Prosper pour avec comme titre long prophylaxie et solutions pour la santé des châtaigniers. Donc ce projet regroupe plusieurs partenaires, hein, vous les avez listés ici, l'objectif est de développer des méthodes de prophylaxie et des méthodes de lutte contre deux maladies du châtaignier qui sont l'encre et le chancre. Et une partie aussi importante de ce projet a comme ambition de développer les connaissances sur ces deux maladies et aussi d'améliorer ce transfert de connaissances vers les producteurs et le grand public. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise des webinaires. On en avait fait un au début de l'année sur la maladie de l'encre. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler plus particulièrement du chancre et de la lutte biologique qui est réalisée par beaucoup de producteurs dans notre pays. Donc j'ai intitulé ce séminaire La lutte biologique, réalité espoir, parce que on va partir déjà sur les connaissances et les ce qui est fait actuellement sur cette lutte biologique pour vous présenter en dernière partie les les perspectives qu'on se propose de développer dans le cadre de ce projet Prosper pour améliorer, si possible, cette méthode de lutte biologique. Donc, la lutte biologique contre le chancre du châtaignier, je vais commencer par faire quelques rappels, hein. C'est une méthode qui a été initiée dès les années 1970 en France
suite aux travaux réalisés par Jean Grant, qui était chercheur à l'INRA de Clermont-Ferrand. Donc le principe de cette lutte, c'est d'appliquer des mélanges de souches de l'agent pathogène qui cause le chancre du châtaignier, mais qui sont virusés autour d'un chancre actif qui est non cicatrisé et qui peut porter atteinte à la vitalité d'une partie de l'arbre ou de l'arbre dans son entier. Donc c'est une méthode de lutte biologique qui respecte l'environnement et c'est la principale méthode de lutte contre le chancre du châtaignier. Donc cette méthode de lutte, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, mais je vais faire quelques rappels donc sur la maladie du chancre, sur le mécanisme biologique sur lequel repose cette méthode de lutte, la réalisation telle qu'elle est faite actuellement en France et quelques points sur la réglementation, et puis donc comment on espère faire progresser à la fois nos connaissances et cette méthode de lutte biologique. Et puis, à la fin, je prendrai toutes les questions qui peuvent concerner que spécifiquement la lutte biologique, mais on pourra, si vous voulez, aborder d'autres questions autour du chancre du châtaignier, il n'y a pas de problème. Donc, quelques éléments sur cette maladie du chancre du châtaignier. Donc, c'est une maladie qui cause des symptômes de chancre qu'on appelle de type diffus dans notre jargon de pathologistes végétaux. Donc, ça traduit le fait que l'arbre, lorsqu'il est infecté par cette maladie, ne produit pas de bourrelet de cicatrisation qui pourrait limiter la pénétration de l'agent pathogène, qui est un champignon, dans ses branches ou dans les troncs. Et donc, de ce fait, on a une destruction des tissus qui sont générateurs à la fois du bois et à la fois des tissus où circule la sève élaborée. Donc, c'est le tissu qu'on appelle le cambium. Donc ce cambium est détruit, ça a comme conséquence la formation de rejets à la base du chancre, et puis assez rapidement la ceinturation et la mort de la branche en quelques années. Et si on a plusieurs chancres sur cet arbre, on peut cela aboutit à la mort de l'arbre. Donc cette maladie pose actuellement des problèmes sur des arbres de tout âge, des arbres adultes, mais aussi les jeunes arbres et les arbres greffés. Et donc ça peut mettre en péril le maintien de certains vergers adultes et aussi leur renouvellement. Donc cette maladie est causée par un champignon qui s'appelle Cryphonectria parasitica. Donc c'est un nom un peu barbare. Autrefois on l'appelait Endosia parasitica. Et c'est un champignon donc pathogène qui est originaire d'Asie. Donc on le connaît depuis le début du XXe siècle parce qu'il a d'abord été introduit aux États-Unis en 1904 dans un jardin botanique de New York. Et aux États-Unis, il a rapidement causé la destruction de tous les châtaigniers qui étaient originaires sur la côte est du pays. Donc vous avez ici une illustration de ces forêts de châtaigniers avant l'arrivée du chancre, donc avant 1904, avec des arbres qui étaient vraiment imposants, dominants. Donc vous avez entouré en jaune, là, c'est une personne pour vous donner une idée de l'échelle. Donc c'est ce châtaignier américain qui s'appelle Castanea dentata a pratiquement quasiment été éliminé du paysage de ces forêts de la côte est des États-Unis. Et de ce fait, ça a transformé de façon importante ces forêts de cette côte est, avec un changement de la composition des espèces, puisque le Castanea dentata, le châtaignier américain, a été remplacé par d'autres espèces, des espèces de chênes et d'érables. Et donc, du fait de cet impact très fort qu'il a eu aux États-Unis en particulier, le champignon Cryphonectria parasitica a été classé parmi les 100 espèces exotiques
et envahissantes, les 100 pires espèces envahissantes. Donc, suite à cette introduction aux États-Unis, le Cryphonectria parasitica a été également introduit en Europe. Donc, en Europe, en fait, on a eu une introduction directe de l'Asie vers l'Europe et aussi des introductions des États-Unis vers l'Europe. Donc, on a ce qu'on appelle le phénomène d'introduction multiple. Et à l'heure actuelle, comme vous le voyez sur cette carte, le champignon est répandu dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Tous les pays en orange sont des pays où le Cryphonectria parasitica a été signalé et détecté. Et donc le champignon continue son expansion au niveau mondial parce que il a été également détecté en Australie il y a quelques années. Donc du fait de cette invasion qui continue, hein, parce que on a de plus toujours régulièrement des progressions de l'aire de distribution du Cryphonectria parasitica. Cet agent pathogène a été catégorisé comme un organisme de quarantaine. Alors au début, c'était un organisme de quarantaine avant qu'il ait envahi l'ensemble du territoire européen. Maintenant, comme il est présent pratiquement dans toute l'Union, il a été classé comme organisme nuisible réglementé, mais non soumis à quarantaine, puisqu'on sait maintenant que les méthodes d'éradication dans les pays où il est introduit sont inefficaces. Mais donc, organisme nuisible réglementé, ça veut dire qu'il est donc soumis à certaines mesures réglementaires et en particulier des mesures qui ont comme objectif de diminuer la propagation de l'agent pathogène dans les structures qui produisent du matériel de multiplication ou pour les plantes comme plantes ornementales, mais aussi comme pour le matériel forestier. Et d'autre part, il y a des mesures qui visent à restreindre et à limiter autant que faire possible l'introduction de ce champignon en provenance d'autres pays, des pays tiers de l'Europe. Donc il y a des mesures qui portent qui jouent et qui sont contrôlées et vérifiées au niveau national, donc dans les structures de multiplication de matériel végétal et des réglementations aux frontières. Donc le champignon a un cycle biologique qui est assez classique pour ce type de champignon. Donc je voulais résumer ici en reprenant une illustration qui a été que vous pourrez trouver dans les documents de l'organisation européenne EFSA qui s'occupe justement la réglementation, la proposition de catégorisation et de réglementation des agents pathogènes au niveau européen. Donc le champignon produit deux types de spores qu'on appelle des conidies ou des ascospores. Et ces deux types de spores peuvent infecter un arbre sain à l'aide en pénétrant sur des blessures qui peuvent être des blessures soit naturelles, donc des micro-fissures, ou des blessures artificielles causées par tous les travaux par exemple de taille ou d'élagage. Donc les conidies, qui sont des spores issus de la reproduction asexuée du champignon, sont disséminés par plusieurs vecteurs. Ça peut être des vecteurs animaux, mais aussi donc les outils. Et cette dissémination peut se faire par un phénomène d'éclaboussure, donc de splashing, lorsque des pluies interviennent et peuvent disséminer à courte distance dans les gouttelettes de pluie ces spores asexués que sont les conidies. Et on a l'autre type de spores qui sont des ascospores qui, elles, sont disséminées à beaucoup plus longue distance par le vent après souvent une période de pluie. Donc ces deux
propagule infectieuse pénètre dans les tissus des végétaux et commence à coloniser les tissus sous l'écorce. Et donc, ce fameux tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le cambium, on observe donc suite à cette colonisation tout au long du printemps et de l'été, la formation du symptôme typique de chancre. Et à partir de l'automne et au cours de l'hiver, on a dans ces tissus la formation et l'apparition des structures de reproduction où sont formés donc les pycnides et les périthèces qui produisent à terme les conidies et les ascospores. Et donc on a de nouveau le cycle qui est bouclé avec contamination au cours du printemps suivant d'autres arbres. Donc ces symptômes classiques que je vous ai décrits tout à l'heure, on les observe dans tous les territoires touchés par la maladie du chancre. Mais dans les années 1960, à partir des années 1960, des chercheurs donc français et italiens avaient observé que certains chancres pouvaient cicatriser et ne conduisaient pas à la mortalité de la partie supérieure de la tige ou du tronc. Donc ces chancres-là, on dit que ce sont des chancres cicatriciels et les tissus infectés, donc dans ce cas-là, sont restreints à la partie superficielle de l'écorce. Donc, on les appelle aussi des chancres superficiels. Donc, à l'inverse du développement de symptômes que je vous ai décrit tout à l'heure, on n'a pas pénétration du champignon à l'intérieur des tissus qui sont à l'origine du bois et du phloème. Et donc, cela explique qu'il n'y a pas de rejet qui sont formés suite au développement de ce type de chancre et pas de mortalité, pas de dysfonctionnement hydrique. Donc, pendant un grand moment, ces chercheurs dont faisait partie Jean Grant se sont demandé à quoi étaient dus tous ces chancres de type cicatriciel. Ils ont d'abord pensé que c'était les arbres qui étaient plus résistants. Et en faisant quelques expériences, ils ont pu observer que ce n'était pas le cas. En fait, ce phénomène de cicatrisation naturelle est dû aux champignons, au Cryphonectria parasitica, qui dans ce cas, lorsqu'on a ce type de chancre, est un champignon qui est virusé, donc infecté par un virus qu'on appelle le Cryphonectria hypovirus. Et comme on a maintenant identifié plusieurs virus de ce type-là, celui qui nous intéresse actuellement, c'est le Cryphonectria hypovirus 1. Donc, son petit nom, c'est le CHV1. Donc, ce sont des chercheurs américains associés avec Jean Grant qui ont pu montrer que donc ce virus, lorsqu'il était présent dans le champignon, était à l'origine de cette diminution et cette cicatrisation des chancres. Alors, de façon plus précise, on sait maintenant que le CHV1 donc diminue l'agressivité du Cryphonectria parasitica. Et c'est donc ce qui est responsable de ce phénomène d'hypovirulence. Il a d'autres effets qui sont peut-être moins importants d'un point de vue vitalité et effet sur les châtaigniers, mais qui sont importants pour les chercheurs qui travaillent sur ce champignon et sur cette maladie, puisque comme le virus inhibe la pigmentation et modifie la croissance du champignon, on peut assez facilement identifier lorsqu'on cultive le champignon in vitro, donc dans des boîtes de pétri, si on a des souches qui sont virusées ou des souches qui sont non virusées. Donc vous avez à gauche là, 2 boîtes de pétri qui enferment des cultures de Cryphonectria parasitica et qui ne sont pas virusées. Et à droite, des isolats virusés. Donc vous voyez l'aspect de ces cultures est fortement modifié. Le virus aussi modifie la sporulation du champignon. Donc, si vous replacez ça dans le cycle biologique, ça a une importance puisque ça freine la dissémination du champignon.
Et il provoque aussi la stérilité femelle, c'est-à-dire que les souches de champignons virosés ne peuvent pas produire de descendance et donc ne produisent pas d'ascospore. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus particulièrement cette diminution du pouvoir pathogène que l'on observe et qui est causée donc par le virus. Donc ici, je vous ai mis quelques photos qu'on avait prises lors d'une expérimentation qui consistait à comparer différentes souches virosées de Cryphonectria parasitica et donc leur effet sur les châtaigniers. Donc on avait réalisé des inoculations. Donc vous avez sur les deux photos de gauche des chancres causés par des isolats des souches non virosées. Et sur les trois photos à droite, après le même type d'inoculation, les lésions qui résultent qui sont causées par des souches virosées. Donc graphiquement, on a une diminution. Enfin, graphiquement, vous avez les résultats là sur l'histogramme dessous, et donc on voit bien qu'on a une forte diminution de l'agressivité du Cryphonectria parasitica, avec des souches non virosées qui provoquent des lésions d'environ 100 mm de longueur au bout même jusqu'à 13 mois, et des isolats virosés qui causent des lésions beaucoup plus petites, 5 fois plus petites. Et donc si on remet sur le cycle biologique les effets du virus, donc vous voyez que ça diminue l'agressivité surtout, c'est des grosses croix rouges, et la sporulation et la formation d'ascospores. Donc il y a un seul type d'infection par les conidies, et puis une diminution de cette production de conidies. Donc globalement, non seulement ça a un effet sur la sévérité des infections, mais aussi sur la dissémination du champignon et la dissémination de la maladie. Alors, ce qui est important de connaître, hein, c'est comment se transmet ce virus au sein des populations de champignons pathogènes. Alors tout d'abord, il faut bien prendre en conscience que ce virus n'a pas de forme libre. C'est-à-dire que, à l'inverse de certains virus, comme les virus de la grippe par exemple, il est toujours présent dans des cellules du champignon Cryphonectria parasitica. Il ne peut pas survivre en dehors de son champignon hôte. Il a besoin de ce champignon pour pouvoir se multiplier. Et donc, en fait, il utilise la machinerie du champignon hôte pour lui-même se multiplier. Donc, il se multiplie uniquement dans des mycéliums et le mycélium vivant de Cryphonectria parasitica. Et donc, sa transmission d'un isolat, d'un individu de Cryphonectria parasitica à un autre individu, ou une autre façon de le dire, c'est d'un mycélium A vers un mycélium B, se fait par contact entre ces deux mycéliums. C'est ce qu'on appelle une transmission horizontale. Donc, de ce fait, on a des disséminations courte du virus, puisqu'il faut qu'il y ait ce contact entre ces deux individus et qu'il n'y a pas de survie en dehors du champignon hôte. Et puis on a un deuxième mode de transmission qu'on appelle la transmission verticale, qui est une dissémination qui se fait par le biais des spores asexués, là, les conidies, puisque un certain pourcentage des spores produites par un mycélium virosé contiennent elles-mêmes le virus. Donc, ce qu'on a exploité pour la lutte biologique, c'est ce phénomène de transmission horizontale, sur lequel je vais revenir un petit peu. Ce phénomène, cette transmission horizontale du CHV1, on peut la mettre en évidence en cultivant le champignon en boîte de pétri, donc ce qu'on appelle par des méthodes qu'on appelle in vitro. Donc, on fait des confrontations mycéliennes, c'est-à-dire qu'on met en contact un implant
un fragment d'une culture d'une souche non virosée, là, qui est représentée en orange, avec un fragment d'une culture d'une souche virosée qui est représentée ici en gris clair. Et lorsqu'on met des implants comme ça déposés sur du milieu de culture, on a rapidement une colonie mycélienne qui se développe à partir de ces implants. Et donc, on observe soit deux colonies qui se développent à partir de chaque paire d'implants, qui sont deux colonies toutes blanches, ou alors on a deux colonies bien différenciées, une colonie qui s'est développée à partir de l'implant de la souche non virosée et une colonie qui s'est développée à partir de l'implant de la souche non virosée. Et donc, on s'aperçoit que dans ce cas là en haut, on a bien eu transmission du virus, puisque le virus est passé de l'implant de la souche virosée vers l'implant de la souche non virosée, alors que dans ce cas-là, on n'a pas eu de transmission et que la souche non virosée n'a pas été contaminée par le virus. Donc vous voyez que cette transmission du virus ne se fait pas à chaque fois qu'il y a un contact entre deux mycéliums et qu'elle se fait uniquement dans certains cas. Et on a pu identifier les mécanismes sous-jacents à cette transmission. En fait, on observe qu'il y a transmission donc du CHV1 de la souche donneuse vers la souche receveuse, lorsque ces deux souches sont du même groupe de compatibilité végétative. Donc, il y a une bonne compatibilité entre donc ces deux souches donneuses et receveuses, un peu, si vous voulez, comme on a des compatibilités lorsqu'on fait des greffes. Donc là, les deux souches sont compatibles et le virus est transmis. Et lorsqu'on n'a pas de compatibilité, donc il y a une barrière d'incompatibilité qui se forme entre les deux colonies et on n'a pas de transmission du virus. Donc en fait, cette transmission horizontale du CHV1, il faut retenir qu'elle repose sur des mécanismes de reconnaissance du soi et du non-soi qui existent chez les champignons et qui font que certaines souches, en fait, se protègent contre ces contaminations virales en créant ces barrières d'incompatibilité lorsqu'elles s'avèrent incompatibles avec les souches donneuses. Donc ça, c'est un point c'est une protection pour le champignon, mais pour notre utilisation de ces souches hypovirulentes en lutte biologique, c'est un frein et une contrainte assez importante. Alors, à ce point de mon exposé là, donc ce qu'il faut retenir, c'est que on a un fort effet du virus HV1 sur la cicatrisation et la guérison des chancres, et aussi sur le fait que ces souches virosées peuvent initier des chancres, mais qui sont peu dommageables, qui ne conduisent pas à des mortalités de tige ou de tronc. On n'a pas de phase extramycélienne du virus, et donc ce virus doit se transmettre par contact. Donc, comment on peut utiliser ces souches virosées? Donc, Jean Grant a proposé de les utiliser en appliquant ces souches autour de chancres actifs non cicatrisés, et donc d'utiliser ces souches hypovirulentes comme une méthode de lutte curative. Donc, c'est pour traiter et soigner des chancres qui sont jugés dommageables. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les méthodes d'application de ces souches hypovirulentes, hein, vous les connaissez. Au départ, on a pensé qu'une meilleure méthode, la meilleure méthode pour bien appliquer ces souches virosées était de faire des trous tout autour des chancres et appliquer le produit dans les trous réalisés dans les tissus sains. Bon, c'était assez contraignant et pas toujours facile à faire. Donc maintenant, la plupart des utilisateurs de la méthode de lutte utilisent plutôt des griffes pour blesser les tissus superficiels des écorces
et appliquer sur ces greffures les souches hypovirulentes. Donc, pour que la méthode marche, pour qu'on observe vraiment que les chancres sont guéris, donc qu'on a une bonne efficacité curative de la méthode, vous avez bien compris qu'il faut que le virus présent dans les souches hypovirulentes qu'on applique soit transmis aux souches qui sont présentes dans ce chancre. Et donc, la réussite de cette lutte biologique dépend des groupes de compatibilité végétative qu'on utilise euh, pour les souches hypovirulentes. Donc, depuis plusieurs années, en fait, on étudie des populations de champignons, de Cryphonectria parasitica, pour connaître justement leur diversité en groupes de compatibilité végétative. Donc, c'est ce qu'avait commencé à faire Jean Grant dans les années 80, et on a repris par la suite ses travaux pour pouvoir mettre à jour cette cartographie des groupes de compatibilité végétative à l'échelle de la France. Donc là, vous avez des résultats qu'on avait obtenus au cours des années 2000, avec pour chacun de ces camemberts une couleur par GCV représentée dans les différentes régions où on avait fait ces travaux. Et en blanc, vous avez par contre là regroupé tous les groupes de compatibilité rares ou peu fréquents. Donc vous voyez que dans les différentes régions, on a souvent un GCV qui prédomine, avec parfois plus de 50% des isolats étudiés qui appartiennent à ce groupe de compatibilité végétative, et puis après 2 ou 3 ou 4 GCV fortement fréquents, mais un peu moins quand même que le premier, et puis un ensemble de GCV rares, donc représentés ici en bleu. Et le deuxième élément à retenir, c'est que même s'il y a des similarités entre les régions, on a des fois des souches, des GCV, qui sont spécifiques à certaines régions. Et que toutes ces régions, en particulier, si vous voyez ici la Dordogne par rapport à d'autres départements ou populations du Sud-Est, on s'aperçoit que ces populations sont très différentes. Et je vous ai pas mis le Sud-Ouest plus, enfin les populations issues des Pyrénées, mais il y a également de fortes différences régionales. Donc, ce qu'il faut en retenir de ce schéma, c'est que pour pouvoir appliquer une lutte biologique efficace, il va falloir adapter les mélanges de souches hypovirulentes à chaque région, et puis et utiliser effectivement des mélanges de souches et pas une seule souche si on se fie à nos résultats de confrontation mycélienne qu'on observe in vitro. Donc actuellement, les souches hypovirulentes qui sont disponibles sont celles qui ont été décidées et choisies suite à plusieurs années de pratique. On utilise 8 souches en gros pour toutes les régions, et chaque mélange est destiné à un ensemble de départements ou à un seul département, où on a des producteurs de châtaignes qui font la demande du produit. Donc le produit a été homologué une première fois en 1984, mais cette homologation permanente n'a pas été renouvelée. Donc depuis 2021, on fait des demandes d'autorisation de mise sur le marché qui sont valables pour 2 ans, et qu'on renouvelle. Les demandes sont renouvelées tous les 2 ans. Donc le produit s'appelle Hippocrypho. L'usage n'est pas autorisé en pépinière suite c'est en lien avec le statut réglementaire de Cryphonectria parasitica que j'ai rappelé en introduction. Et ce produit fait l'objet d'une licence de savoir-faire entre INRAE et l'entreprise MicagroLab, qui est une start-up qui commercialise le produit. Donc en fait, on a tout un schéma qui est mis en place tous les ans avec
tout d'abord la remontée des besoins par les producteurs. Donc là, j'ai mis comme symbole le syndicat national des producteurs de châtaigniers. Ça peut être différentes structures qui adressent leurs demandes à l'entreprise Mica AgroLab. Suite à cela, Mica AgroLab nous fait ses demandes, nous envoie ses demandes, un résumé de ses demandes pour nous faire pour valider le choix des mélanges et de la composition de ces mélanges pour les différentes régions. Donc, on fait ça généralement pendant l'hiver, en mois de décembre, janvier. On envoie très rapidement, dans la foulée, des cultures des différentes souches hypovirulentes à Mica AgroLab, qui se chargent de les multiplier, de réaliser les mélanges. Dans la 5e étape, là, qui est symbolisée dans ce schéma, il nous envoie des échantillons de ces mélanges pour qu'on fasse une vérification de la qualité des produits produits. C'est-à-dire, on vérifie qu'on a bien des souches hypovirulentes, il n'y a pas de contamination bactérienne ou fongique. Et si les mélanges sont conformes, Mica AgroLab vous les diffuse et vous pouvez les recevoir et les appliquer. Donc actuellement, après plusieurs années après avoir fait cette cartographie des GCV en France, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que cette méthode est vraiment aussi efficace que l'on espère? Est-ce qu'on observe vraiment une bonne curativité? Donc, pour répondre à cette question, on a prévu de faire plusieurs visites de terrain et échantillonnage dans le cadre du projet Prosper qu'on a commencé cet automne. Donc, c'est Anne Blanc qui a été recrutée chez nous, qui est chargée de faire ces suivis de traitement dans les différentes parcelles et auprès des producteurs qui nous en feront les demandes. Donc, on prélève des échantillons de chancre au sein des zones traitées et au sein des zones où des reprises et des nouveaux départs de lésions. Et à partir de ces échantillons, on va vérifier les groupes de compatibilité végétative de ces souches et essayer de comprendre pourquoi on a eu une reprise et un redémarrage des lésions. Donc là, c'est des photos qu'on a prises cet automne en Lozère. L'autre question qui peut se poser, c'est l'état et l'importance de l'hypovirulence naturelle. On a en France, depuis la découverte par Jean Grant des premiers chancres cicatrisés, une hypovirulence qu'on appelle naturelle, c'est-à-dire qu'elle se dissémine et elle se propage naturellement sans avoir besoin d'appliquer ces souches hypovirulentes sur des chancres. Donc actuellement, on sait que cette hypovirulence est largement répandue dans les régions qui sont depuis longtemps infectées par le chancre, par Triphonectria parasitica. Donc, nos études ont montré que, par exemple, en Dordogne, on avait plus de 50% des isolats qu'on étudiait qui étaient virosés. Et ça, c'était des résultats obtenus dans les années 2000, publiés en 2008. Dans le Var, à peu près à la même période, on avait évalué à environ 60% des chancres qu'on étudiait qui possédaient des isolats hypovirulents, donc des isolats virosés. Donc vous voyez que c'est aussi bien dans le sud-est que dans le sud-ouest, dans les régions où il y a une forte production de châtaignes, on a une hypovirulence quand même qui est assez forte naturellement. Mais ce qu'on a pu constater également, c'est que on a beaucoup de variabilité au sein du CHV1 et que les effets du CHV1, les effets attendus, c'est-à-dire une forte réduction du pouvoir pathogène du champignon et
des infections peu dommageables varient beaucoup en fonction de ces souches. Donc, j'ai repris ici la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez que les 3 isolats hypovirulents, enfin les 6 isolats hypovirulents là, ont des aspects différents. Donc, en fait, ça correspond à des sous-types viraux du CHV1 différents. Et donc, on sait actuellement qu'on a certains virus CHV1 qui se disséminent très mal, naturellement, dans les populations de Cryphonectria parasitica, mais qui sont les plus efficaces en termes de réduction de la sévérité des symptômes. Donc, ce sont ces 2 isolats-là qui sont représentés dans ce graphe, avec une inhibition de la virulence et de la sporulation qui sont qui atteignent presque les 100%, alors que d'autres sous-types viraux inhibent beaucoup moins le pouvoir pathogène et la sporulation du champignon. Donc même si l'hypovirulence naturelle est présente, elle est parfois pas aussi efficace que l'hypovirulence que l'on applique et que l'on utilise dans la lutte biologique. Voilà, par exemple, des chancres que l'on a pu observer également cet automne, et dans lesquels on peut se demander quelle est la part d'isolats virosés et la part des isolats non virosés. Donc c'est également dans ce genre de questions que l'on aborde dans le cadre du projet Prosper, avec ici des photos qui ont été prises également sur des chancres en loup vert. Donc on est actuellement en train de vérifier cette infection, s'il y a ou pas de l'hypovirulence naturelle dans ce peuplement. Donc là aussi, c'est des travaux suivis par Anne. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé surtout de vérification ou de contrôle de la méthode de lutte biologique telle qu'on l'utilise actuellement. Mais dans le cadre du projet Prosper, on voudrait aller plus loin et aussi simplifier la méthode de production de ce produit hypocrypho. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de précautions à prendre pour s'assurer que le produit utilisé dans une région est bien efficace. Et on voudrait également essayer d'améliorer l'efficacité de cette protection que l'on apporte aux chancres traités. Et il reste un point important qui concerne la protection des points de greffage, puisque ces points de greffage sont très fortement infectés et sont des portes d'entrée aux chancres. Donc, cette protection des plants greffés est vraiment le point où il faut travailler, puisque c'est sur ces plants greffés que reposent nos espoirs souvent de renouvellement des vergers. Donc, pour essayer de simplifier à la fois la méthode de production du produit et du produit hypocrypho et essayer d'avoir une méthode plus performante de cette lutte biologique, on a quelques pistes. D'une part, on a des premiers résultats qui nous montrent que la transmission par contact du virus entre 2 souches est peut-être plus facile, plus fréquente quand on regarde quand on regarde des confrontations que l'on effectue et que l'on suit in planta, c'est-à-dire dans des tiges de châtaignier, par rapport à celles qu'on suit en faisant des confrontations in vitro dans les boîtes de pétri. Donc, je vous ai mis ici les résultats d'une expérience qu'on avait réalisée il y a quelques années. On avait fait des confrontations donc d'isolats de groupes de compatibilité différents. Donc vous avez ici les groupes de compatibilité des isolats donneurs, donc qui sont des isolats virusés, et les groupes de compatibilité des isolats receveurs, donc des isolats non virusés. Et on avait fait ces confrontations in vitro avec la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure, ou alors in planta en faisant des inoculations d'abord de souches
non virosées, et puis après en important tout autour les souches virosées. Donc, lorsque les GCV des souches donneuses et receveuses sont les mêmes, on a des taux de transmission qui sont élevés, puisque vous avez in vitro pour le premier cas à 100% entre EU2 et EU2 et 90% in planta. Donc, c'est toutes les diagonales. Donc, vous voyez 90, 100%, 60, 100%, 80, 95%. Donc, c'est des taux de transmission qui sont élevés, comme attendu. Donc, on n'a pas toujours 100%, hein, c'est un phénomène biologique, donc des fois on n'est pas loin des 100%, mais pas tout à fait à 100%. Et par contre, lorsqu'on regarde les taux de transmission in vitro, lorsqu'on fait entre deux GCV différents, là vous voyez, pour un GCV receveur qui est EU2, on avait 0% de transmission in vitro, pour EU5 également 0%, et EU33 dans quelques U33, on a eu un cas où on a eu 62% in vitro, mais sinon, on avait toujours des faibles taux de transmission. Et quand on regarde ces mêmes transmissions entre GCV différents, in planta, on a des taux beaucoup plus importants. Donc cela suggère que en fait, le phénomène qu'on observe in vitro n'est pas vraiment la réalité, et que in planta, on peut avoir de la transmission entre GCV différents. Et donc, l'espoir que l'on a, c'est de pouvoir identifier des souches donneuses, un peu donneuses universelles, qui pourraient transmettre le virus lorsqu'on fait des traitements sur les chancres à beaucoup plus de GCV que l'on imaginait jusqu'à présent. Donc, les travaux prévus dans Prosper visent justement à identifier de telles souches qui pourraient être utilisées cette fois-ci à une échelle nationale et pas uniquement à l'échelle départementale comme on le fait actuellement. Alors peut-être que ça sera pas une seule souche, mais ça sera peut-être deux souches ou trois, mais l'idée c'est d'avoir un seul mélange pour toutes les régions. Alors ça simplifie le processus de fabrication, et puis ça facilitera aussi les demandes de mise sur le marché qu'on veut faire dans le futur. Une autre piste d'amélioration, un autre espoir, c'est d'incorporer dans le produit qui est commercialisé actuellement un acide aminé qui est la proline, puisque des études ont montré que pour une autre maladie et un autre système champignon-virus, que cette proline pouvait faciliter la transmission du virus. Donc l'idée, c'est aussi là de pouvoir tester ça au cours du projet Prosper et de voir si incorporer de la proline dans le mélange que l'on applique sur les arbres peut faciliter, améliorer la transmission du virus et donc la guérison des chancres. Et enfin, un autre point qui fait l'objet d'études dans le cadre du projet Prosper concerne la protection donc des plants de greffage et du point du greffage, puisqu'on s'aperçoit qu'on a souvent là des chancres qui s'y installent. Donc là, c'est des travaux qui sont menés en particulier par Inveni. Donc, tous ces espoirs correspondent ont la même ambition. Donc, c'est une ambition bien sûr, d'améliorer la protection des arbres et des jeunes plants greffés vis-à-vis du chancre, mais on a aussi comme ambition d'avoir une autorisation de mise sur le marché qui soit permanente, qu'on n'aurait pas besoin de renouveler tous les 2 ans comme on fait actuellement, et d'avoir aussi une autorisation à l'échelle européenne. Cela pour 2 raisons, parce que pour avoir ces autorisations de mise sur le marché permanente, il faut déposer des dossiers d'homologation qui sont coûteux, et donc on est à la recherche d'un partenaire industriel ou d'un partenaire qui puisse prendre en charge ce financement d'homologation. Et si ce produit est destiné à un marché européen, ce sera certainement plus facile de trouver un tel partenaire. L'autre problème, c'est qu'on a
d'autres problèmes qu'on a à résoudre, c'est le problème de cette réglementation européenne et cette catégorisation de Cryphonectria parasitica comme organisme réglementé, puisque le problème actuellement, enfin la limitation de la lutte biologique, c'est son impossibilité d'être réalisée actuellement en pépinière. Donc, pour ces deux raisons, on va essayer de travailler avec les partenaires européens et en particulier avec Eurocastanea, qui est une association de producteurs de pays européens et qui est associée à la fois institut de recherche et association de producteurs pour essayer d'aller dans le même sens et porter ces deux projets au niveau européen. Je crois que j'en ai fini. Donc, en conclusion, pour retenir donc Hippocrypho, là, j'ai pas insisté parce que je sais que j'ai affaire à un public de producteurs de châtaigniers, mais vous avez la chance en fait d'utiliser, de pouvoir utiliser malgré les contraintes, hein, un produit de biocontrôle contre un champignon pathogène. Et il y en a très peu sur le marché actuellement qui s'adressent directement à une maladie fongique d'arbres fruitiers. Donc, notre volonté, c'est vraiment pouvoir pérenniser cette méthode de lutte en mettant, en proposant des améliorations, à la fois en termes de production, mais aussi en termes de protection et d'utilisation par les producteurs. Et pour cela, il faut qu'on acquiert des nouvelles connaissances et qu'on suive les populations et le développement de l'épidémie du chancre en France et en Europe. Et puis, il faudra aussi, là j'en ai pas parlé, mais entre le CHV1, donc le virus, le champignon Cryphonectria parasitica et l'action de certains facteurs abiotiques, comme en particulier la température, pour voir si, pour s'assurer que les prédictions que l'on a faites il y a plusieurs années maintenant, sont toujours valables dans le contexte du changement climatique. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Donc, Et je merci vais beaucoup, essayer. Cécile. C'était très intéressant. Je vais reprendre les questions parce que les micros sont fermés dans le cadre Oui. là, de ce webinaire, mais il y a le chat. On va Alors, reprendre attends, les questions dans l'ordre. j'essaye de départager mon écran, mais je sais plus comment on fait. En Plein haut de- à Ah voilà, ça y est, droite. Ouais, voilà, ça y est. super. Donc, je reprends un peu. Donc, la première question, c'était Anne Blanc. Est-ce qu'il y a des opérations de relargage de souches OGM de C parasitique, donc Cryphonectria parasitica, avec un clone du virus CHV1-Euro7, comme proposé dans l'article de Boasson, Chen et Donald Nuss en 1998? Non, non, ça c'est une perspective qui avait été des fois proposée par les chercheurs américains, mais qui en France, euh, on ne pourra pas se réaliser, quoi. De toute façon, on n'a jamais travaillé dans ce contexte-là. Aux États-Unis, j'en ai pas parlé, mais ils n'ont pas du tout de dissémination naturelle de hypovirulence comme on observe actuellement en Europe. Et donc, pour essayer de résoudre et de pallier ce problème, ils avaient imaginé que d'insérer l'ADN du virus dans le génome du champignon. Et donc, c'est une souche OGM. Et donc, les OGM en France, bon, c'est assez difficile de les utiliser et des homologuer. On a déjà assez de difficultés avec notre Cryphonectria pas OGM que on s'est jamais orienté vers cette méthode-là. Donc, merci. Après, il y a Noël qui dit qu'il traite les rejets de ses châtaigniers, mais qu'il a du mal en fait à... C'est plutôt les branches hautes qui sont chancrées qui meurent, mais il peut pas les atteindre. Donc, on lui avait dit que les chancres virosés du bas
ne pouvait pas contaminer le haut par des ascospores. Que faire? Donc, si je comprends bien, c'est voilà, il peut pas atteindre les branches hautes. Oui, Et la question, c'est est-ce que le fait de traiter déjà les rejets a un intérêt par rapport à l'état sanitaire des branches hautes et quelles seraient les solutions peut-être pour des grands arbres en fait avec oui, des problématiques dans les charpentiers. oui. Alors là, c'est sûr que la méthode de lutte telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle est utilisable quand on a accès aux champs qu'on veut traiter. Donc, pour des arbres euh, adultes et imposants, on peut jamais traiter les chancres qui sont situés dans la canopée. Donc là, malheureusement, on n'a pas de possibilité. La seule possibilité, c'est de se reposer sur la dissémination naturelle du virus CHV1. Donc, c'est pour ça que j'en ai un petit peu parlé là. Donc, actuellement, les souches virusées qu'on utilise, qui sont dans le produit Hippocrypho, c'est des souches qui sont virusées par le type viral, qui a un très fort effet sur la diminution du pouvoir pathogène, mais malheureusement a une faible capacité à se disséminer naturellement par la transmission verticale, là, par les spores et même quand on compare à d'autres types viraux par transmission horizontale. Et donc, même si on traite avec ces souches Hippocrypho des chancres situés sur des rejets en bas de l'arbre ou des chancres sur le tronc collés, ces souches Hippocrypho, elles vont très peu se disséminer et pouvoir atteindre le haut des arbres. Donc là, on peut compter que malheureusement sur les souches qui sont présentes dans l'environnement, et comme je vous l'ai dit, on en a heureusement l'inoculum virosé est très important dans tout le sud-est et une partie du sud-ouest actuellement. Et donc, cette dissémination naturelle de l'hypovirulence qui peut affecter et diminuer la sévérité des champs qui sont situés dans le houppier. Merci. Isabelle demande, elle est en zone limitrophe, elle est en Ardèche, mais elle touche vraiment la Lozère, elle est en zone très limitrophe. Et il lui semble qu'elle, les souches virales du virus qui sont transmises en Ardèche ne fonctionnent pas très bien chez elle. Donc elle se pose la question, peut-être, est-ce qu'il y a un type particulier sur la Lozère? Et donc elle voudrait essayer de se procurer d'autres souches, peut-être via la Lozère, quoi. Alors, c'est aussi justement un peu l'objectif que j'avais avec ce webinaire, c'est de bien faire passer le message que si vous êtes dans cette situation où vous pensez que le produit Hippocrypho n'est pas adapté au champ que vous traitez, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on vous expliquera comment faire des prélèvements dans les chancres, des chancres que vous voulez traiter cette année, là, en 2026, ou que vous avez déjà traité en 2024 ou 2025 et pour lesquels vous avez constaté qu'il y a des démarrages, des reprises de lésions. Et on pourra au labo là, comme on a commencé à le faire cette année, ben, des mises en culture de ces échantillons pour vérifier donc les groupes de compatibilité végétative et donc éventuellement vous réorienter vers un autre mélange. Parce que c'est sûr que les cartes que je vous ai montrées, ben, on a des limites administratives qui sont les limites départementales, mais qui sont pas forcément les limites des populations de Cryphonectria parasitica. Donc, on, on peut être dans des situations, vous pouvez être dans des situations où le mélange n'est pas bien adapté. Sachant que voilà, dans le cadre aussi du projet, vous avez la plupart des chambres d'agriculture et de vos associations de producteurs locaux qui sont partenaires de ce projet-là Prosper. Et n'hésitez pas en fait aussi à leur remonter ces problématiques-là. Ils pourront rentrer aussi en relation avec Cécile et voilà, et être un Voilà. relais aussi pour vous aider sur le terrain. Voilà, on est tous partenaires par rapport à ça. C'est Euh, même ce qu'on préfère nous, comme démarche, quoi.
Donc, C'était n'hésitez un pas. nous Voilà, collectif. Voilà. vous avez Valentin, vous avez Amy. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Je sais que Valentin a levé la main, donc on va finir d'abord les questions peut-être, et parce que je sais pas si je vais réussir à gérer les questions et lui débloquer la parole. Donc, qu'il le prenne pas mal, on le prendra après s'il veut compléter. J'ai une question. Nous gérons le conservatoire de la Châtaigne de l'Aveyron. Existe-t-il des méthodes de traitement plus rapides que le griffage? Mais à l'aide du mélange hypocrypho ou Oui, je pense que l'idée, à mon avis, là derrière, c'est, on sait qu'il faut un petit peu, dans les protocoles, griffer légèrement l'écorce avant l'application de la souche, enfin d'hypocrypho. Est-ce qu'il y aurait une façon de faire encore plus rapide que cette étape de griffage, quoi? alors là je tape en touche parce que donc nous on n'est pas on travaille pas spécialement sur ces méthodes d'application, hein. C'est souvent et toujours ça a été fait en collaboration avec soit des chambres d'agriculture ou des associations. Donc moi je n'ai pas d'expérience particulière pour répondre à cette question, mais vous savez peut-être Angèle ou Oui, Valentin. on pourra. C'est vrai que nous, c'est la méthode par rapport à ce qui avait été validé, enfin évalué aussi à Invenio qui paraissait la plus intéressante, hein. On est d'accord, on parle pas de curetage, on parle vraiment de griffage. Ce qu'on pourra faire dans le cadre du projet, c'est quand même revoir avec ceux qui ont plus travaillé cette question, mais globalement, c'est quand même ce qui est grandement conseillé pour quand même arriver à mettre en contact, en tout cas, l'hypocrypho avec la zone active du champignon et qui est des fois, si tu m'arrêteras, mais en périphérie, sous l'écorce quand même, quoi. Voilà. Euh, Mathieu, du coup, nous demande, il n'a pas très bien compris, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est pas autorisé en pépinière? C'est lié, tu nous l'as bien dit, avec son statut, mais est-ce que tu peux peut-être Ben, re-expliquer d'une petite autre oui. façon pour qu'ils comprennent bien? Donc en fait, le champignon est donc un organisme réglementé non de quarantaine, mais donc dans ce cadre-là, on ne les pépinières, si elles sont, lorsqu'elles sont contrôlées et s'il y a du chancre observé dans ces pépinières, donc dans toutes les zones de production, hein, euh, les pépiniéristes doivent détruire le matériel contaminé et présentant du Créphanectria parasitica. Donc, dans ce cadre-là, on voit bien qu'il y a un problème puisqu'on ne peut pas traiter dans la pépinière des chancres causés par Créphanectria parasitica, puisqu'on est censé déjà éliminer ces chancres, et puis utiliser comme méthode de protection le même champignon qui est réglementé. Et ben en fait, c'est ça, on voit bien que c'est contradictoire. Donc, dans l'autorisation qu'on a actuellement, cet usage est exclu. Ok. Donc Mathieu, j'espère que ça a répondu. Si c'est pas clair, tu peux redemander dans le chat. Ludivine et Jean-Baptiste, qui sont bretons, nous disent que pour eux, il n'y a pas, à leur connaissance, il n'y a pas d'études sur les souches, ou en tout cas qui ont été présentées dans leur région. Et du coup, ils nous disent, ben, comment faire? Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, on n'a pas beaucoup de données parce que bon, là, je vous ai présenté les cartes, mais on a plus de données puisqu'on s'est intéressé à l'expansion du chancre en France, hein, parce que maintenant du chancre en France, il y en a partout, hein, donc en Bretagne, mais même en Alsace, en Île-de-France. Et donc, actuellement en Bretagne, on a très peu de données. Alors, ça dépend des départements, mais voilà, c'est pareil. Je propose à ces personnes de passer, donc comme on a dit tout à l'heure, hein, dans les cas d'échec de traitement, là, c'est pas un échec, c'est une absence de produit. Et c'est ce qui, soit ils font la demande à Micagrolab, qui va me faire la demande de mélange de souches à utiliser chez eux, ou alors pour aller plus vite, ils passent par leur représentant agricole, leur association, ou directement ils me contactent et on essaiera de trouver un moyen
soit voir si on a des données dans la région, soit ben, pareil, leur demander des échantillons de chancre pour analyser les GCV. Ok, super. Alors, est-ce Jean, que je peux dire quelque chose oui, je oui, voulais rajouter une diapo et j'ai oublié. oui. Comme j'ai dit en tout début, on avait fait un autre webinaire sur la maladie de l'encre et dans ce cadre-là, j'avais présenté l'application Vue de l'encre. Mais je voulais rappeler aujourd'hui que malgré qu'elle s'appelle Vigilancre, on s'intéresse aussi au chancre. Donc ça peut être Oui. aussi Vigichancre. Et ça peut être aussi un moyen pour vous, pour nous signaler soit des chancres que vous avez traités et qui repartent. Donc pour la première question là ou la deuxième question que j'ai vue, je me rappelle plus de qui elle venait. Donc, avec cette application qu'on peut télécharger sur tous les smartphones et qui est accessible à tous, vous pouvez faire des signalements de chancre en déposant des photos. Donc nous, ça nous aide à avoir des photos de symptômes que vous constatez et ça nous permet de prendre contact avec vous et de pouvoir échanger par la suite. Donc, ça peut se faire en parallèle de ce qu'on a dit, de prendre directement Mm. contact avec nous, mais j'avoue que cet outil nous serait bien utile aussi dans les deux cas qui ont été décrits, quoi. Soit pas de produit, soit un produit peut-être pas adapté. Donc, je Ok. referme la parenthèse. Non, mais très bien. Merci beaucoup. Jean-Paul demande si une application de souches hypovirulentes durant plusieurs années sur un même chancre améliore l'efficacité de la réduction du chancre. Alors peut-être que sous la chancre, il y a un petit problème d'efficacité quand même. Voilà, la question c'est est-ce que pour réduire vraiment les chancres, revenir plusieurs années de suite, c'est bien? C'est ça la question. Ben, alors, on peut envisager plusieurs cas de figure. Si il y a besoin de revenir sur le champ comme une deuxième année, c'est qu'effectivement, il y a eu un redémarrage. Donc, on peut pas exclure des fois que comme je l'ai dit, hein, c'est un mécanisme biologique. Donc, on peut ne pas observer de bonne cicatrisation, même si le produit est bien adapté et qu'il a été bien appliqué. Parce que il y a ça aussi. Je me suis pas étendue sur les modes d'application, le timing de cette application, mais il faut que les souches hypovirulentes du produit Hippocrypho là puissent vraiment s'installer dans les tissus du châtaignier. Donc, si l'application n'a pas permis cette installation, effectivement, là, on peut se dire, ben, on refait un traitement l'année suivante en essayant de s'assurer cette fois-ci qu'on est dans les bonnes conditions pour appliquer le produit. Et si le produit est bien adapté, ben, effectivement, ça devrait marcher la deuxième fois. Ou alors, c'est vraiment quand vous n'avez pas de chance. Et donc, si c'est un problème de mauvaise adaptation du produit, ben, malheureusement, là, ça sert à rien de répéter avec le même produit si tout par ailleurs a bien été, enfin, dans des bonnes conditions d'application. Alors Donc, d'ailleurs, oui. il faut répéter une fois, oui, pourquoi pas, mais répéter plusieurs fois, non. Enfin, là, il y a un autre problème. Donc, c'est qu'il y a des souches Crifo qui ne sont pas bien couvertes par le produit, quoi. Et bien justement, on a une question sur la meilleure période compte tenu du cycle du champignon pour utiliser les souches, enfin le Alors, produit Hippocrypho. Euh, la meilleure période, c'est la période pendant laquelle le châtaignier est en végétation. On avait étudié cela de façon expérimentale hein, en faisant des inoculations de Grifonectria tous les mois sur des châtaigniers en Dordogne et des souches virosées et non virosées. Bon, surtout des non-virosés, mais il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et donc, on avait bien montré que pendant les périodes de dormance du châtaignier, bah, le champignon est lui aussi en dormance. Donc, les souches ne s'installent pas.
Donc ça, il faut viser plutôt majoritairement la fin du printemps, l'été et le début de l'automne, dans les périodes où le châtaignier est en végétation. Et dans cette zone-là, eh ben, il faut éviter, si possible, les périodes d'événements climatiques extrêmes, tels que des températures trop élevées, puisque là, ça peut provoquer le dessèchement du mélange. Hein. Vous avez vu le mélange, le produit là. En fait, c'est du mycélium du champignon broyé finement et mélangé à un support de composé de farine de maïs. Donc, si ce support, enfin, si tout ça sèche, le mycélium ne reste pas vivant et donc il peut pas s'installer dans les tissus. Donc, il faut éviter ces périodes de forte chaleur. Euh, Quand l'arbre est en stress hydrique, ben, il est moins favorable. Enfin, les tissus sont pas dans un état favorable, enfin, sont moins favorables à l'installation du champignon. Et puis, pareil, ne faites pas l'application en particulier avec la méthode de griffage, lorsqu'une des périodes de pluie intenses sont annoncées, parce que là, ça va nettoyer et lessiver tout le produit que vous appliquez sur le chancre. J'avais une question, moi, justement, d'un producteur, comme c'est un produit vivant et différent de ce qu'ils ont l'habitude d'employer sur cette période sans pluie. Alors, je pense que c'est pas forcément très référencé, ça dépend de plein d'autres choses, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller entre l'application et des premières pluies qui pourraient être lessivantes, quoi, entre guillemets? Est-ce qu'on est plus sur 48 heures ou 5 jours? Enfin, voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oh, en théorie, 48 heures, ça devrait être D'accord, suffisant hein, pour avoir une bonne pénétration. d'accord. Après, nous, quand on fait des inoculations de Griffonnette trial sur des châtaigniers, on essaye souvent de protéger la zone où on importe le champignon, les cultures. Donc, Mhm. c'est pas sous la même forme que celle de l'hypocrypho, mais c'est pas très différent biologiquement parlant. Et donc, si vous êtes dans une période incertaine vis-à-vis des prévisions météo de pluie en particulier, vous pouvez aussi essayer de protéger les zones traitées pour que l'eau ne ruisselle pas sur la partie traitée et pour éviter ce lessivage du produit, quoi. Ok. En complément à ce qui a été dit, c'est que pour l'instant, le produit, il est en dérogation 120 jours. Donc, sur vos dérogations, vous avez aussi des périodes d'application réglementaires. Voilà. Là, vous avez eu vraiment l'avis de Cécile sur la période. Mais voilà, la période réglementaire, je le rappelle, pour l'instant, c'est plutôt le printemps. Euh, donc, il y avait une question sur l'intérêt de curer les tissus nécrosés avant application. On y a un peu répondu. Mais Cécile, si tu veux compléter sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait contact entre les champignons, donc il faut pas forcément enlever tous les tissus, hein. Voilà, c'est ça. T'as tout dit. Bon, mais parfait, j'ai été à bonne école, donc ça va. Est-ce qu'un arbre traité dans le jeune âge, quelques années après la plantation, ça lui procure une protection à vie? Ah non, non, non. Parce qu'en fait, euh, quand on traite un jeune arbre, donc on traite en fait pas tout l'arbre, on traite un chancre donné. Donc ce chancre, quand tout marche comme prévu, et ben toutes les souches présentes dans ce chancre sont virosées et comme le champignon ne peut pas aller outre les défenses de l'arbre, ben, petit à petit on voit bien que dans ces chancres cicatriciels, ben, les tissus infectés sont euh, rejetés vers l'extérieur dans l'écorce morte et donc au bout d'un moment on n'a même plus de trace du chancre. Donc la souche hypovirulente, lorsqu'elle a été bien appliquée, lorsqu'elle est bien active, et ben en fait elle n'est pas aussi longtemps pérenne dans un châtaignier par rapport à une souche virulente qui elle provoque, pénètre et continue de progresser dans les chancres. Donc même un chancre traité
au niveau d'un chancre traité, les souches hypovirulentes, elles sont pas pérennes. Et en plus, donc on a une action en traitant un chancre local, mais on n'a pas une action sur la totalité de l'arbre. Donc le reste des autres parties de l'arbre ne sont pas spécialement protégées par ce traitement. On n'a pas mis en évidence jusqu'à présent que le fait d'inoculer des souches hypovirulentes, ça induisait des défenses de façon générale à l'arbre. C'est juste au niveau local. Merci. Donc, Michael, il demande s'il y a des essais qui ont été faits pour immuniser les greffons au moment de la greffe. Donc ça, c'est peut-être les travaux qui sont en cours. C'est ce que tu présentais, peut-être aussi via le partenaire Invenio. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je disais, jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre en évidence qu'on avait un effet d'induction des défenses, donc de prémunisation, des prémunitions des armes, mais c'est des études qui sont prévues par Invenio dans le projet Prosper. Donc, il y a peut-être un espoir. Et en partie, enfin, moi, je pense que l'espoir, il existe pour des jeunes plants, mais pour des arbres adultes, là, j'y crois quand même très peu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est là que c'est un premier webinaire aussi de lancement un petit peu dans le cadre du projet pour savoir l'état des connaissances et ce qui va être fait. Mais il y a des choses qui sont, voilà, conduites encore par Cécile, par d'autres partenaires et Oui, sûrement que dans les années à venir, on vous proposera des choses complémentaires, voilà. Il y a Ludovic qui est producteur en Ardèche qui dit que quand un jeune arbre est mort et qu'on regreffe plus bas ou qu'on utilise un roger, il lui semble que la sensibilité reste très forte avec un gros risque de chancre à nouveau. Donc il dit lorsqu'en fait on a un jeune arbre qui est mort à cause d'un chancre ou en tout cas qu'il y a eu un problème au niveau du point de greffe, est-ce qu'il faut mieux replanter euh, replanter et greffer ou le fait de rester au même emplacement ne change rien? Alors là, je pense que le fond de la question, c'est voilà, quand on a un arbre qui est vraiment mort au niveau du point de greffe ou comme ça un jeune arbre à cause du chancre, est-ce qu'il y a un risque à se remettre au même endroit et est-ce qu'il faut mieux replanter plutôt que regreffer? Je sais pas si c'est alors, clair. oui. Donc c'est comme il n'y a jamais qu'une seule réponse. Euh, J'en ai pas parlé là, mais tous les châtaigniers sont pas sensibles de la même façon au chancre. Donc on peut effectivement imaginer qu'un arbre qui subit les premières qui est mort enfin des rejets ou une tige d'un châtaignier qui meurt suite à des attaques de chancre présente une très très faible résistance au chancre par rapport à peut-être d'autres plants, d'autres rejets observés au sein de la même parcelle. Ça, on peut jamais exclure, hein. Il y a de la variabilité importante au sein de toutes les espèces d'arbres, en particulier chez le châtaignier. Donc, on peut avoir des individus qui sont très sensibles, plus sensibles que les autres à la maladie du chancre. Donc, effectivement, si on constate qu'il y a de la mortalité suite à du chancre au point de greffage et que cette mortalité, si elle est liée à la partie greffée et pas, elle vient pas avec le greffon, eh ben, là, il vaut mieux changer de souche de châtaignier et regreffer ou planter un autre plant, quoi. Mais bon, c'est difficile hein, de répondre de façon générale à, il faut, parce qu'on a plusieurs cas de figure. Un arbre greffé, le chancre peut venir aussi de la partie greffée. Et donc, ça peut être cette partie greffée qui est très, très sensible au chancre. Donc, oui, il n'y a pas de réponse simple, quoi. Alors, dans la continuité, après je reviendrai un peu au-dessus. Il y a Dimitri qui demande que, bah, au-delà de ce qui est étudié sur le virus, est-ce qu'on continue les recherches vraiment sur la connaissance des conditions de développement du champignon? Il y a des variétés Crénata, donc japonaises ou Mollessimax chinoises, qui sont plus ou moins tolérantes au chancre naturellement. Est-ce que ça pourrait être des différences physiologiques qui pourraient expliquer ça? Est-ce qu'il y a toujours des travaux qui continuent à être conduits là-dessus?
Alors, en gros, déjà, pour répondre sur le chancre du châtaignier en France, il y a que notre labo qui travaille, en gros, à INRAE. D'accord. Après, à l'échelle européenne, il y a d'autres, beaucoup plus d'équipes, hein. Donc, en France, on a, donc on y travaille depuis les années 60, par contre, et les efforts ont été mis beaucoup sur la lutte biologique, plus que sur la lutte qu'on appelle génétique, c'est-à-dire l'exploitation enfin la création de variétés de châtaigniers qui seraient plus résistantes au chancre, puisque justement on avait cette autre méthode de lutte. Mais malgré tout, on a pu regarder au cours des dernières années quelle était la variabilité de cette résistance à la maladie du chancre au sein du châtaignier européen, la Castanea sativa, mais aussi en regardant la sensibilité de différentes variétés hybrides. Et puis même, des fois, on peut tester des arbres des autres espèces, là, les espèces japonaises, Crenata ou chinoises, Mollissima. Donc c'est pas ça a jamais été la priorité des études en France parce que on est peu nombreux et ça a été fait par ailleurs dans d'autres pays. Donc là les pays où ils sont le plus avancés dans ces questions de variabilité génétique au chancre, c'est aux États-Unis, puisque, comme je disais, eux, ils ont la lutte biologique, l'hypovirulence, ça a jamais marché chez eux. Donc, ils ont mis toute leur force à l'inverse de nous sur cette recherche de variétés de, et d'arbres de provenance résistante. Donc, donc voilà, élément de réponse. Le deuxième, c'est que donc, en particulier, moi, j'avais pu travailler avec des collègues du CTFL sur cette question-là en utilisant un dispositif expérimental qu'ils avaient mis à notre disposition. Et donc, on a quelques résultats sur la variabilité de différentes provenances ou porte-greffes ou différentes variétés. Mais bon, il faudrait répéter ces expérimentations-là. Et après, ce qui est utilisable, c'est les observations, en particulier pour les variétés, de tout le, tout le secteur, que ce soit dans toutes les régions où on a des données qui nous remontent par tous les acteurs. Donc ça, par contre, moi je trouve que c'est des données qui sont très utiles et qui devraient vous être très utiles pour orienter peut-être vos choix vers certaines variétés qui présenteraient une résistance plus ou moins forte au chancre. Donc c'est comme ça qu'on avait pu identifier que bouche de Bétisac était moins sensible. Ça avait été confirmé par notre expérimentation là qu'on avait réalisée. Donc voilà, combiner toutes les observations de terrain avec des vergers qui sont des vergers expérimentaux ou pas, et puis essayer de vérifier ça par des contrôles, des inoculations contrôlées, c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Et puis pour répondre à une partie de la question, oui, souvent, c'est des différences de composés, en particulier des composés phénoliques qui peuvent intervenir dans la résistance observée des châtaigniers. Donc c'est des mécanismes de résistance qu'on dit constitutifs qui existent et qui sont pas induits par l'infection et qui sont souvent celles qui déterminent ces différentes sensibilités. Sur quelques petites questions maintenant sur l'application concrète. Donc, quelle quantité de produits utiliser pour traiter une parcelle? Donc, en moyenne 40, une quarantaine d'arbres. Doit-on traiter toutes les zones chancreuses à hauteur d'homme ou accessibles ou bien traiter de manière ponctuelle? Alors, la quarantaine, c'est toi qui as donné la réponse. Moi, Non, c'est moyenne une quarantaine Ah d'arbres dans bon. la parcelle. Mais normalement, pour moi, je les ai en tête. Tu vas me dire, je préfère que tu le dises, mais normalement, j'ai les quantités en tête, je pense.
Ben, de ce qu'on moi, dit. j'avoue que je ne les ai pas en tête là, parce que Général, ouais, voilà. on dit, il me semble dans les bulletins techniques, pour les très gros chancres de plus de 30 centimètres, il me semble qu'on dit entre 12, ouais, une grosse dizaine de chancres très gros pour un tube. Et sur des petits chancres de jeunes plantations, on dit entre 30 et 40 petits chancres, petits sur des jeunes arbres. Oui. Et donc, ça allait être ma réponse. Ça dépend de la taille des champs que vous voulez Voilà. traiter. Et puis, bon, j'ai cru comprendre aussi que certains diluent un peu le produit ou pas. Donc, aussi, Oui, ça c'est dépend. la question qui suit, donc Voilà. j'aimerais ton avis parce que moi je connais celui que je voilà, mais Ben, bon, moi, je suis pas forcément favorable à ça parce que euh, si vous le diluez trop, ben, on a tous les risques dont on a parlé là, de mauvaise installation du champignon virusé dans les tissus qui sont exacerbés, quoi. Donc, moi, je préconise quand même de pas ou peu le diluer, quoi. bah, nous c'est le message du groupe technique où c'est vrai qu'il y a aussi une Vénio qui est présente dans la partie sud-ouest et nous on ne fait pas diluer justement parce que c'est un produit aussi qui en termes de dosage est normalement optimisé pour en termes de quantité de champignons pour pouvoir être utilisé quoi. Euh, les mouvements végétaux d'ouest en est peuvent probablement diffuser les spores de souches différentes, même s'il n'y a pas de symptômes visibles. Quelles précautions à prendre? Tremper avec de l'eau de javel les plants. Euh, Y a-t-il des risques de développement de résistance au virus? Donc là, je pense que le risque, c'est de pouvoir alors là, les sports de souche. Alors moi, je dirais que bon, je comprends peut-être pas trop la question. Les sports de souche, c'est plutôt bien si elles se diffusent peut-être, mais peut-être le chancre aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a des préalables à prendre pour éviter le risque de diffusion? Et y a-t-il un risque de développement de résistance au virus? Les deux questions là. Pour la première question, Ouais, donc des déplacements. Moi, j'ai compris la question comme étant les risques que des populations du sud-ouest de la France, on a vu les d'accord. camemberts, ils étaient différents, soit ces populations-là ou des individus de ces populations-là, soient introduits dans la zone sud-est, on va dire, et donc, Ok. créer de nouveaux GCV, enfin, soit à l'origine de l'apparition de nouveaux groupes de compatibilité végétative dans la région d'introduction, et donc augmente la diversité de ces GCV dans la région. Et donc, effectivement, ce risque existe, et c'est pour cela que le statut réglementaire de Cryphonectria parasitica avait été euh, choisi. Donc au niveau européen, les différents pays étaient pour conserver un statut réglementaire parce que même si on peut pas éradiquer le champignon, il permet d'éviter des transferts de population de Cryphonectria d'une région à l'autre. Bon, alors donc ça c'est un fait. Donc ça le risque existe. Bon, euh, il y a par contre des précautions à prendre si vous êtes ben, dans la situation où vous voulez faire ce transfert de matériel. Donc normalement il n'est pas autorisé puisque les pépiniéristes enfin les donneurs de greffons doivent être les greffons devraient être pris dans des zones où il n'y a pas de chancre. Et si vous vraiment ce type de matériel est prélevé d'une région à l'autre, ben il faut s'assurer de prendre des greffons qui ne présentent pas de chancre, qui sont le plus possible sans symptômes, que ça soit du Cryphonectria, mais ça peut être aussi sans cynips, puisqu'on sait que le cynips est une porte d'entrée du chancre, et sans autres signes de maladie. La désinfection par la javel, bon, c'est une désinfection qui est juste superficielle. Le risque, c'est que du Cryphonectria soit présent dans les tissus sans présenter de symptômes. Donc, si on veut vraiment
désinfecter du matériel végétal, c'est très très difficile, quoi. Enfin, s'assurer à 100% que le tissu végétal qu'on veut importer ou transporter est indemne de Grifonectria parasitica, bah, on n'a pas de moyens, quoi, autre que faire des tests au labo pour s'assurer qu'il n'y a pas de griffo à l'intérieur des tissus. Donc la javel, ça peut être une désinfection superficielle avec de la javel ou de l'alcool dilué. Ça peut enlever une partie de l'inoculum, mais ça n'enlèvera pas tout, quoi. Donc effectivement, le risque existe et c'est pour ça qu'il y a cette réglementation au niveau des structures où on a la multiplication de matériel végétal. Et du coup, est-ce qu'il y a un risque de développement de résistance au virus? Ah oui, pardon. Alors la résistance au virus, donc là c'est plus compliqué. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été observé chez Grifonectria parasitica. Et alors que le phénomène et l'interaction Grifonectria CH1 existe depuis longtemps. Donc ce risque-là est considéré comme très faible. Euh, alors, pour compléter les questions qu'il y avait eu sur l'application des souches hypovirulentes, Coraline, donc je pense Christine Vigneault, demande: avez-vous connaissance de travaux ayant comparé l'efficacité d'un traitement en pulvérisation à un traitement très local au pinceau? Alors, je me rappelle plus, j'avoue, si ça avait été fait ou pas euh, par, entre autres, soit Ingenio il y a quelques années, soit par Anne Boutiti, mais c'est pas moi qui les avais fait. Et le problème, c'est c'est pas facile. Par contre, j'avais été impliquée pour la production de sport, et donc, bon, euh, en particulier, ce qu'on avait fait avec Anne Boutiti, ça s'était avéré difficile. Je crois pas qu'elle avait obtenu de résultats vraiment significatifs et aboutis parce qu'on avait eu des difficultés à produire, à lui transmettre les spores et donc euh, on avait voulu tester ça. Je pense aussi qu'à Invenio, c'est toujours dans, dans leur projet. Mais bon, produire des sports de Grifonectria, ça va être difficile pour une entreprise si on veut qu'il y ait une production commerciale du produit, quoi. Ok. Donc, globalement, j'ai pas Oui. de données. Non, mais il n'y a pas de. Voilà. Moi, je me le suis noté. On va regarder. Ouais. Il faudra essayer. Ludovic, qui dit que la date limite d'utilisation d'Hippocrypho est souvent de 4-5 mois. Tu sais, il y a une date limite de péremption dessus. Sa question, c'est au-delà, est-ce que l'efficacité disparaît réellement beaucoup? On a souvent cette question quand même de bon, comment les conserver? Tu vas pouvoir répondre. Hein, on sait tous comment les conserver, mais on va le rappeler. Et Ouais. est-ce qu'on a une idée du temps au-delà de cette date? Je pense que tu vas pas trop t'avancer, mais ce qui serait normal, mais voilà. Donc, oui, vous savez qu'il faut les conserver au frigo. Donc quand on dit frigo, c'est autour de 4-6 degrés. Euh, la durée, eh ben, c'est du matériel biologique vivant, donc on peut pas le conserver ad vitam aeternam. Et les risques, enfin, alors pour tous les flacons ouverts et qui ne seraient pas terminés, enfin vides, là la conservation, il faut vraiment la limiter le plus possible parce que vous allez avoir des risques de contamination. Donc pour moi, un flacon ouvert, il doit être utilisé dans son totalité. Et après, des flacons non ouverts, de toute façon, il y a une période de traitement que Angèle a rappelé pendant laquelle les traitements sont possibles. Donc, au-delà de cette période-là, et donc au-delà de la période indiquée sur le flacon, là, euh, on prend vraiment des risques sur la viabilité du produit. Donc, moi,
comme dit Angèle, je vais pas vous dire que vous pouvez les utiliser après la date de péremption. Vous allez à l'avance, enfin, C'est un vous risque mettez dans des qui est non mauvaises négligeable. conditions, quoi. Ouais. Mm. C'est un risque qui est non Ah négligeable. oui. En fait, au-delà de la date il n'y a pas une garantie d'avoir une quantité de champignons viables qui correspond à l'ensemble des essais qui ont été faits. Voilà. Donc, Après, il faut essayer quand même de pouvoir calculer au plus juste quand même. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a pas exactement une quantité hectare, mais voilà, avec l'habitude. Alors, il y a Jean-Paul qui dit, le fait de griffer un chancre fait tomber une partie de l'écorce au sol. Celle-ci ne va pas, ne va, donc les fragments d'écorce ne vont-ils pas contaminer le sol et propager les spores via le ruissellement ou le vent et donc être un facteur de propagation alors que finalement on veut réduire cette maladie? euh, oui, globalement, c'est vrai. Après, quand on faisait des trous, je sais pas ce que vous faisiez, des petites pastilles d'écorce qui étaient prélevées, mais donc oui, c'est la réalité. Surtout si vous faites si vous griffez les chancres où il y a déjà des fructifications, ces fructifications-là, elles peuvent dedans peut y avoir des spores pour lesquels on sait qu'elles ont les conidies que je vous ai décrites là, elles ont un pouvoir, une durée de conservation dans le sol assez importante. Donc il y a un risque qui existe, mais en général, ce risque-là, il est minime par rapport à tout l'inoculum qui est déjà présent dans vos parcelles la plupart du temps, quoi. Donc il faudrait c'est important à prendre en compte, comme toute la gestion des résidus de culture qui présentent du chancre, quand vous êtes dans un verger qui est très peu atteint actuellement, où l'environnement, il n'y a pas de châtaigniers, de taillis autour qui sont eux-mêmes très contaminés, parce que là, ça peut avoir de retirer tous ces résidus ou ces restes ces déchets suite au griffage, ça peut avoir un impact, mais sinon, dans la plupart des cas, il y a tellement d'inoculum partout que d'enlever ce petit enfin cette faible part de l'inoculum, ça fait pas grand-chose, quoi. Ok. Donc il y a Laetitia qui avait posé une question sur Vivilancre. Donc vous avez le lien pour aller vers l'application que Amy a mis dans le chat. Donc merci beaucoup. Moi j'avais une toute mini question sur le fameux acide aminé, la proline, qui serait éventuellement rajouté au produit. Est-ce que c'est une base qui est utilisable en bio ou non? J'ai pas, avant de regarder ça, on n'a pas D'accord. commencé les tests encore, donc Ok. c'est une question qu'il faudra regarder. Et puis bon, de toute façon, oui, enfin toute la réglementation et l'autorisation de produits de lutte biologique là, il y a un peu d'espoir que ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que la procédure soit simplifiée. Donc bon voilà, si c'est pas autorisé, il faut pas actuellement, il faudrait essayer de faire bouger la réglementation aussi dans ce sens-là. Mais j'ai pas la réponse à ta question là. Ok, donc voilà, c'était un petit point de vigilance. Donc Pierre, il demande est-ce qu'il y aurait des sols qui favoriseraient les centres, donc peu filtrants ou pauvres, voilà. Hum, Non, là, le chancre, c'est vraiment une maladie des parties aériennes. Donc, il n'y a pas d'effet du sol sur l'inoculum Cryphonectria parasitica. Par contre, on a l'effet du sol ou l'effet station sur la vigueur et la santé générale de l'arbre. Et donc, le Cryphonectria, comme souvent des agents pathogènes, peut avoir une sévérité accrue sur des arbres qui sont déjà en stress hydrique ou mal alimentés au niveau minéral. Enfin, voilà, rien de bien spécifique à la maladie du chancre.
Et par contre, sur le climat, est-ce que des années sèches ou plutôt humides seraient favorables? C'est toujours Pierre qui se pose cette question. Alors, le climat, les précipitations, c'est le régime, plutôt les précipitations qui a un effet sur la dissémination du champignon. Donc, euh, parce que pour qu'il y ait l'émission des ascospores, il faut qu'il y ait des pluies. Et puis, la pluie aussi participe à la dispersion des conidies par les eaux de ruissellement, donc de la canopée vers la base du tronc. Et puis des fois, de temps en temps, quand il y a de la pluie avec beaucoup de vent, ça peut transporter des conidies d'un arbre à l'autre. Donc voilà, ça, c'est la précipitation, ça a un effet direct sur la dissémination des champignons. Et après, ça a un effet indirect, comme je disais à l'instant, là, sur l'effet et l'état de l'arbre. Donc, le développement des chancres est plus rapide sur des arbres en stress hydrique que sur des arbres en bon état hydrique. Donc, ça a un double impact. Et pour la température, donc là, on a un peu moins de données. Globalement, le Grifonectria est considéré comme un champignon qui thermophile, donc qui aime bien les températures élevées, mais euh, on a peu de résultats euh, qui démontrent que les températures vraiment subies par les arbres ont un effet ou pas sur le développement des chancres. Donc ça, c'est un petit, euh, un petit manque de connaissances qu'on a actuellement qu'il faudrait euh, combler. Et en Mhm. particulier, comme je le disais à la fin, sur les souches hypovirulentes ou les souches virulentes. Enfin voilà, là, il y a un manque de connaissances. Donc, le webinaire précédent sur l'encre, normalement, pourra être bien visionné. Donc, on vous renverra le lien et celui-là devrait être disponible aussi pour répondre aux questions. Je vais laisser juste vite fait la parole, c'est vrai, aux Cévennes parce qu'ils ont levé la main, donc Valentin et Nadia. Mais c'est vrai que comme on était 80, l'idée était qu'on peut pas forcément donner le micro et la main à tout le monde. Donc je vais normalement vous avez le micro, toujours pas. Autoriser, donc pourquoi autoriser le micro? Donc normalement Valentin, tu as ton micro qui est autorisé pour poser ta question puisque vous levez la main depuis un moment avec Nadia. Est-ce que tu arrives? Que moi j'ai autorisé le micro. Je vais autoriser ta caméra aussi. Du coup, bon, on va prendre une question en attendant parce qu'on ne vous entend pas. Du coup, Valentin et Nadia, vous n'y arrivez pas, c'est ça, à parler? Parce que moi, je vous ai mis, je sais pas ce qui arrive, mais pour moi, je vois que je vous ai activé votre micro. Donc, normalement, si vous l'activez vous-même, vous pouvez parler. Oui, oui, c'est bien ce que tu as fait, je leur passe un coup de fil. Voilà. Donc, ils peuvent parler. Donc, il y a une question sur est-ce que l'irrigation par aspersion sera un facteur peut-être favorable au développement du chancre? Eh ben, si, comme je disais à l'instant, là, si les chancres présents sur les arbres sont aspergés directement et ça peut favoriser la dissémination des spores. Donc, oui. Donc, il y a un effet sur la dissémination des champignons et puis sur, pareil, sur l'état hydrique de l'arbre. Donc là, ça permet le développement plus rapide du champignon. Donc il faudrait s'assurer que mais il me semble que c'est quand même le cas, que l'eau par irrigation, par aspersion, là, vienne pas directement sur les parties chancreuses. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a réussi à débloquer notre problème émis pour nos collègues des Cévennes? Non, il y a un bug. Donc, il se déconnecte et se reconnecte. D'accord. Ok. Et sinon, ils peuvent écrire leurs questions, peut-être. Peut-être que s'ils ne l'ont pas fait, c'est exhaustif Ah. ou qu'ils préféraient en parler de vive voix. Je ne sais pas. Après, c'est vrai Moi, que voilà, je sur n'ai les pas regardé webinaires, les questions. quand
quand on est très nombreux, c'est aussi un choix qui est fait. On est désolé toute vocation était très intéressante et on peut pas forcément donner la parole à tout le monde. Donc voilà. Sinon, Est-ce je qu'il y a ferai porte-parole une fois qu'ils seront revenus et si ça ne marche pas. Ok. Du coup, en tout cas, moi, je voulais quand même remercier donc tous les participants. Amy pour m'avoir aidé un peu. Non, c'était vraiment la partie technique et surtout ben, Cécile pour nous avoir accordé du temps, voilà, pour pouvoir que chacun puisse entendre où on était au niveau de la recherche et de la connaissance sur cette thématique-là. Voilà, c'est toujours des points où il y a beaucoup de participation. Donc, on remercie tous les producteurs et en même temps, on sent que voilà, c'est un sujet majeur. Voilà. Et, et donc, Euh, Angèle, vous avez enregistré là, parce qu'on avait une question, tu sais. Normalement, c'est enregistré. Ok. Après, c'est notre première, donc sauf bug, voilà. Donc, on va attendre. On se laisse les collègues là voir Et pour s'ils a... compléter aussi, j'ai mis mon mail dans le chat pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Angèle pour avoir des informations complémentaires. Et notamment le PowerPoint. Donc oui, Cécile, le PowerPoint, il sera éventuellement disponible au-delà de Oui, l'enregistrement. oui, oui, bah, je vous le transférerai Super. à toi, Amy. Donc on se donne juste quelques minutes pour les collègues qui avaient levé la main assez tôt, là, qu'on puisse les écouter. Je suis bredouille. Du coup, tu les as eus ou pas, du coup? Non, tu n'arrives pas? Oui, mais il y a un bug. Ils peuvent pas se reconnecter. Alors normalement, il faut les accepter, mais je Mm. vois pas leur demande. Bon gâteau de châtaigne à midi. Ah, Euh, Nadia rappelle. Sinon, Amy, ce que tu peux faire, c'est tu mets ton téléphone proche de ton micro, et puis comme ça, on peut les entendre. Alors, dis-moi tout. Et si tu mets ton téléphone proche du micro, on les entend pas avec ton haut-parleur? Des fois, ça marche. Si, mais j'ai peur que ça fasse écho. Ah, ok. Là, ça va. On vous entend, je pense, si vous parlez fort. Non. Voilà, il y a une slide au début, là, avec Ah le oui. camembert. Là. Non, excuse-moi, Nadia, ça fait écho, je m'en doutais. Alors, vas-y, dis-moi. Donc, il y a une slide sur le diaporama avec les camemberts sur les régions, avec les Oui, différents groupes, comment ça s'appelle? Groupes de compatibilité végétative. oui, Oui, il y a des couleurs. La couleur bleue correspond à quoi? Est-ce que tu peux le reprojeter, Cécile, s'il te plaît? oui. Alors, chaque couleur, mais du coup, vous le voyez là ou pas? Oui. Ah, super. Mais en grand. Donc, chaque couleur correspond à un groupe de compatibilité végétative. Donc, c'était des résultats qui sont anciens. Là, j'ai pris un graphique, j'avoue, qui j'avais sous la main. Et donc, le camembert, enfin, oui, on appelle ça des camemberts. Donc, la distribution des isolats qu'on avait récoltés par groupe de compatibilité végétative. Donc, par exemple, à Lozère, là, on a 50%, en gros, des isolats qui appartiennent à un seul GCV.
Nous n'avons pas tous les mêmes couleurs, ce qui veut dire aussi que Hmm. Comment, au regard de la diversité des groupes de compatibilité végétative qu'on observe là par région, on peut avoir un traitement homogène des chancres? C'est ça ta remarque, Nadia? Donc, Aujourd'hui, sur le Gard, il fonctionne mal. En Ardèche, c'est pareil, il y a des soucis. En Lozère, un peu pareil, mais un peu moins. Donc voilà, comment rendre le traitement efficace au regard de la diversité des groupes de compatibilité végétative? donc en fait, alors il y a plusieurs choses dans la question. Au niveau d'une parcelle, d'une exploitation. Donc on avait fait les études qui étaient, j'avais repris vraiment de façon assez euh, profonde et précise ces descriptions de groupes de compatibilité végétative par région. Donc, on faisait 10 prélèvements par verger. Donc, au sein de ces 10 chancres échantillonnés, il y avait effectivement souvent plusieurs groupes de compatibilité présents au sein d'une parcelle. Et à l'époque, je faisais la caractérisation un seul isolat par chancre. On sait même maintenant que au sein d'un chancre, il y a plusieurs groupes de compatibilité végétative présents. Donc, on a de la diversité des groupes de compatibilité végétative au sein d'un chancre, au sein d'une parcelle, entre deux parcelles de la même région, et puis après, entre régions. Alors, entre régions, ça, vous avez vu, c'est un peu structuré quand même. Euh, Même si la distribution des groupes de compatibilité, la diversité de ces groupes de compatibilité diffère entre, on va vous dire l'Ardèche et la Lozère, ils sont quand même plus dans ces deux régions, les populations sont plus proches entre elles qu'elles le sont par rapport à celles du Sud-Ouest. Là, je vous avais illustré que la Dordogne, mais on a des résultats aussi pour les Pyrénées. Donc, on a cette diversité là, à toutes ces échelles, à l'échelle du chancre, de la parcelle et de la région, et puis une petite structuration française, mais une forte quand même structuration régionale. Et donc, tout cela, il faut le prendre en compte pour avoir la meilleure stratégie de protection par les souches hypovirulentes. Donc, c'est pour ça que dans chaque région, on préconise un mélange de souches parce que on peut pas avoir la souche qu'il faut dans un chancre donné euh, par chancre ou par verger. Donc, on prend les GCV les plus dominants à l'échelle. Bon, là, je dis région, mais donc c'est plutôt bassin de production. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner pour pouvoir couvrir une grande majorité des isolats observés dans cette région entre guillemets. Et donc c'est ce qu'on fait chaque année, ou enfin donc on change pas chaque année, mais depuis ces résultats-là, on a amélioré et puis précisé notre cartographie de ces GCV. Et donc là, à l'heure actuelle, bon, suite à différentes remontées que j'ai eues de différentes associations ou structures, ben, on voudrait vérifier, dans le cadre du projet Prosper, que ces GCV dominants qu'on avait identifiés par donc mini-régions, micro-régions, sont bien, n'ont pas bougé. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. Mais on restera sur un mélange de souches qui seront préconisées par région. On ne pourra pas faire au-delà, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à T'as la répondu question à de ta question, Nadia. Nadia, ou pas? En partie. Alors, quelle est la partie qui est restée obscure? Nadia dit qu'elle avait compris que le projet était d'obtenir un produit identique pour tous. Ouais.
Oui, alors ça, c'est une autre. Il y a deux étapes. Déjà, à court terme, le plus rapide, c'est de vérifier que notre cartographie n'a pas bougé. Et ça sera utile aussi pour arriver à la deuxième étape qui est un de mes objectifs, c'est d'avoir une seule souche. Mais alors là, je suis peut-être un peu trop optimiste. 2 ou 3 souches qui seraient des donneuses universelles et qu'on pourrait utiliser dans toutes les régions et donc simplifier donc ce schéma de production. Mais pour cela, il faut s'assurer que justement ces souches soient bien choisies et soient capables de transmettre les virus dans la plupart des cas qu'on veut traiter. Donc il y a deux étapes, mais je suis d'accord que c'est un des objectifs. C'est tout bon. Tu as répondu, Cécile. Bon. Merci. Super. Et excusez-nous pour le petit couac de pas avoir réussi à les reprendre. Ça marche. Bon, ben du coup, il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. Et Cécile pour le temps et les explications. Merci beaucoup. Et bien de rien, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à passer par, comme a dit Angèle, par différents représentants que vous avez dans vos régions, comme je dis. Merci. Bonne journée à Angèle, tous. je t'envoie à toi et Amy le PDF alors. Oui, oui. Et moi, j'aurai la liste des participants. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. Et je vais essayer de Allez, faire bon ça comme il faut. après-midi. Au Merci. Bonne revoir. journée.